Talongaï, la richesse de l'Afrique sur votre peau. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Conseil constitutionnel soulève déjà une vague de critiques au Cameroun. L'opposition conteste avec force le choix porté en majorité sur des anciens ministres, des magistrats et barons du RDPC. Leur présence augure aux yeux de l'opposition un verrouillage politique de la régulation de la vie institutionnelle au Cameroun. Par contre, le parti au pouvoir défend la probité morale et les compétences de ses 11 sages. Cependant, des zones d'ombre persistent autour de cette pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle. Ce soir, nous vous donnerons les clés pour comprendre les mécanismes de fonctionnement et le rôle de cet organe de régulation de la vie institutionnelle au Cameroun. À quoi servent les différentes mesures gouvernementales visant à accompagner les jeunes dans l'insertion socio-économique? À l'occasion de la semaine de la jeunesse, vous écouterez ces jeunes entrepreneurs qui se plaignent du manque d'accompagnement technique et financier de la part de l'État. Pourtant, ils ont mis sur pied des produits innovants capables de transformer et d'améliorer le quotidien de vie des Camerounais. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est toujours la joie parmi les membres du Conseil constitutionnel qui ont été nommés hier après-midi lors d'un décret présidentiel. Lekene Donfak, professeur d'université qui a été célébré de retour chez lui. Il a appris la nouvelle alors qu'il était en train de donner cours à l'université du côté de Yaoundé. Nos reporters sont rendus à sa résidence. Ambiance riche en couleurs. C'est un reportage signé Ike Cyril. Cri et youyou au domicile du professeur Lekene Donfak à Yaoundé. Le décret est tombé. Comme qui dirait, Étienne Charles Lekene Donfak est nommé membre du Conseil constitutionnel. Je sors d'un jury de thèse de finances publiques, de droit fiscal. J'étais en compagnie du professeur Bipoum, qui est mon professeur, qui a aussi été nommé membre du Conseil constitutionnel. Je remercie le président de la République pour cette confiance. Je remercie tout le processus de nomination et je crois que nous ferons la tâche que les Camerounais attendent de nous et que dit le droit. La maison grouille de monde, amis et connaissances, parmi lesquels des membres du gouvernement, félicite le nouveau promu. C'est une nomination qui répond un tout petit peu à un CV qui est complètement arrondi. Vous savez très bien que le professeur Lekene Donfak est un professeur de rang magistral, c'est un constitutionnaliste, c'est un professeur de finances publiques. Et en plus, il a été, en plus d'être enseignant de haut vol des universités, il a été ministre. Et puis ministre d'État, et enfin député de la nation. Donc il sait à peu près ce qu'il attend au Conseil constitutionnel comme tâche à accomplir. Au regard de son CV, le professeur Lekene Donfak a le profil de l'emploi. Nommé membre du Conseil constitutionnel, il est conscient de la mission qui l'attend. Pour la tâche qui nous attend en tant que constitutionnaliste, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que le Conseil constitutionnel a comme attribution. Donc la question ne se pose pas. Universitaire, juriste constitutionnaliste, le professeur Étienne Charles Lekene Donfak
a été député de la Nation et ministre de la République. Il a été notamment ministre de la Ville et ministre d'État en charge du développement urbain et de l'habitat jusqu'en 2006. Alors que le décret le nommant membre du tout premier Conseil constitutionnel du Cameroun était lu à la radio, il dirigeait les travaux de ses étudiants à l'université de Yaoundé 2 à Soa. À peine mis en place, ce Conseil constitutionnel suscite déjà un tollé de réactions au sein de la classe politique et la société civile. L'opposition conteste avec force le choix porté en majorité sur des anciens ministres, anciens gouverneurs, magistrats et barons du RDPC. Aux yeux de l'opposition, leur présence augure un verrouillage politique de la régulation de la vie institutionnelle, un avis que ne partage pas le parti au pouvoir. Des cadres du RDPC défendent la probité morale et les compétences de ces personnalités qui ont été nommées au sein de ce Conseil constitutionnel. Réaction croisée dans ce reportage de Ket Diarra et Warren Zede. L'annonce des décrets portant organisation et fonctionnement du secrétariat général du Conseil constitutionnel et celui portant nomination du président du dit Conseil fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chez les acteurs de la politique au Cameroun, l'interprétation de cette actualité est fonction du bord politique auquel on appartient. Pour Aïs Ible Sala, militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il s'agit d'une preuve du respect de ses engagements par le président de la République, qu'il y a moins de 2 mois, annonçait l'accélération de la mise en œuvre des institutions de l'État. Il a dit que cette année, on va accélérer la mise en place des institutions. Ça ne fait pas 2 mois. Il nous surprend. Les gens qui spéculent sur sa santé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore inventer. Donc c'est une très bonne chose pour le Cameroun et pour son parti. Du côté de l'opposition, par contre, la mise en place du Conseil constitutionnel, bien qu'appréciée, n'est pas vue d'un très bon œil. Selon Bruno Defou, président national du MODECNA et coordonnateur de la COASIC, il pourrait bien s'agir de la fin d'un régime. Nous n'avons pas de précision là-dessus, mais certains bruits nous font comprendre que ce Conseil constitutionnel n'est pas mis en place par le président de la République, mais par les proches du président qui ont décidé de mettre un arbitre ou bien de mettre un surveillant particulier sur la personne, la deuxième personnalité de la République, dont le président du Sénat. Alors que dans l'opposition on digère mal le fait que le président de ce conseil ne soit pas un anglophone, pour Bruno Defou, le problème est ailleurs. Aucune nomination, aucun poste, selon lui, ne saurait résoudre le problème anglophone qui est bien plus profond. Je suis convaincu que toutes ces personnes n'ont pas besoin forcément qu'on nomme un de leurs à la tête d'une institution pour pouvoir vivre et profiter socialement de l'économie du pays. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin que leurs conditions de vie, qu'on leur donne la possibilité de développer leur environnement. Au-delà de la zone d'appartenance, il y a la moralité des personnes nommées. Vous avez un monsieur Atana, pour ne pas citer la personne, qui est parti de la Cour suprême, ayant en 92 détourné toutes les élections qui étaient au profit de l'opposition pour les mettre au profit de M. Pobia. Dans le RDPC, réponse du berger à la bergère. Malheureusement, dans beaucoup de sociétés, les gens qui prétendent faire la politique, au lieu de faire des programmes pendant 25 ans, même diffuser une page de leur projet, ils sont là tout simplement pour dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, c'est une chanson, un disque qui tourne sur place. Le Conseil constitutionnel, à l'instar des autres institutions de l'État, se positionne alors comme un sujet qui fâche, une autre pomme de la discorde. Au-delà de ce Conseil constitutionnel, l'architecture institutionnelle du Cameroun reste encore confrontée à l'absence des conseils régionaux et la Haute Cour de justice. Ce sont 2 institutions prévues dans la Constitution de janvier 1996. 22 ans après, elles n'ont pas encore été mises en place. Ces 2 institutions, pourtant, elles doivent participer à l'amélioration et l'assainissement de la vie publique au Cameroun. Reportage Nadine Guanfo et Julienne Berthe-Bissaye.
Le Conseil constitutionnel est créé par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 et modifiée par la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008. La Constitution définit cette institution comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois, est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Le Conseil constitutionnel, dans ses attributions, statue souverainement, au-delà de la constitutionnalité des lois, sur les traités et accords internationaux, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions, et entre les régions. L'article 48 de la Constitution stipule que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires ainsi que des consultations référendaires. Il proclame les résultats de ces consultations. Vous êtes désormais fixé sur le rôle et le fonctionnement du Conseil constitutionnel dans ce reportage d'Éric Marcel Ndjomo, mais des hommes avertis, des observateurs avertis de la scène politique estiment qu'il reste encore des institutions à mettre en place prévues dans la Constitution de 1996. Il s'agit des conseils régionaux et la Haute Cour de justice. Des précisions et explications dans ce reportage de Nadine Guanfo et Julienne Berthe-Bissaille. La mise sur pied du Conseil constitutionnel par le président de la République le 7 février 2018 ne comble pas le vide des dispositions pertinentes de la dite Constitution. 22 ans après la promulgation de la loi du 18 janvier 1996, l'on note quelques dispositions jusqu'ici non appliquées. Sur le plan institutionnel, on peut observer que les conseillers régionaux n'ont pas été élus. Notre loi fondamentale du 18 janvier 1996 prévoit la progressivité de la mise en place des institutions. Et sur ce plan, nous avons déjà mis en place depuis 2013 l'institution sénatoriale et depuis hier, c'est-à-dire 7 février 2018, l'institution constitutionnelle, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Ce qui reste donc à mettre en place, qui est prévu par la loi constitutionnelle, c'est justement l'institution régionale. C'est-à-dire qu'il faudrait l'élection du président du conseil régional. Vous savez, pour cela, il faudrait que ce soit un autochtone. Il y a les notions d'autochtonie, de allogonie, ce qui peut mettre en cause, l'égalité de tous devant les charges de l'État ou bien devant les biens de la République. Comme en 2013, c'est essentiellement les conseillers municipaux qui vont voter les sénateurs. Et pourtant, la Constitution prévoit que ces derniers soient votés par les conseillers municipaux et régionaux. Des conseillers régionaux issus des élections régionales dont la date n'est pas encore connue. Sur le plan législatif, l'article 66 de la Constitution qui a fait l'objet d'une loi portant sur la déclaration des biens et avoirs n'est toujours pas appliqué. Vous savez, l'article 66, c'est le véritable baromètre de la lutte contre la corruption au Cameroun, mais curieusement, ça n'a toujours pas été mis. C'est peut-être ce qui peut justifier que cette corruption continue d'enfler et de s'enfler au fur et à mesure, parce que justement cet article n'a pas encore été mis en place. Et pour que cet article soit mis en place, il faudrait qu'il y ait un décret du président de la République qui nomme justement l'institut chargé de la mise en œuvre de cette lutte, et il faudrait un décret d'application du Premier ministre qui viendra indiquer de manière détaillée comment fonctionnera ces commissions qui seront mises en œuvre par les décrets du président de la République. Une autre institution de cette loi qui n'a pas encore été mise en place est la Haute Cour de justice, compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés. Ils sont les 11 gardiens de la régulation de la vie institutionnelle au Cameroun, anciens ministres, anciens gouverneurs, magistrats, qui viennent d'être portés au sein de ce Conseil constitutionnel. Tous sont considérés comme des apparatchiks du régime de Yaoundé. Vont-ils servir l'État du Cameroun ou alors le régime Biya? Élément de réponse dans ce reportage de Guy Zogo. Je vous parlais donc de ce reportage de Guy Zogo sur l'analyse des politologues sur la mise en place de ce Conseil constitutionnel composé essentiellement d'anciens ministres,
des magistrats, anciens gouverneurs dont le parcours politique et professionnel sont réputés proches du régime Biya. Vont-ils servir l'État du Cameroun ou alors le régime de Yaoundé? Élément de réponse dans ce reportage. L'organisation du Conseil constitutionnel et la nomination de ses membres soulèvent la question du timing choisi par le chef de l'État. Le docteur Richard Makon, analyste politique, enseignant à l'université de Yaoundé 2, soit, indique que Paul Biya donne suite à une promesse faite lors de son investiture en 2011 et poursuit la mise en place des institutions prévues par la Constitution de 1996. Lors de la prestation du serment du président de la République, lors du dernier mandat, en 2011, il avait pris tout le monde de court quand il a annoncé que ce mandat serait le mandat du parachèvement de la mise en œuvre des institutions qui avaient été prévues par la Constitution de 1996. Une démarche, ajoute le politiste, qui consacre néanmoins un avantage dont se dote Paul Biya et son camp. Aucune inquiétude, et je pense que le président de la République peut dormir tranquille. D'abord, ceux qu'il a choisis sont d'un certain âge pour rester respectueux à la fois de l'autorité de leur fonction et de l'immensité de leur carrière. C'est des anciens hauts commis de l'État qui ont une grande expérience, une riche expérience de la marche des institutions et qui n'ont jamais trahi leur adhésion au RDPC, pour l'essentiel. Selon l'expert, la composition du Conseil constitutionnel conforte cette donne. De fait, pour le docteur Richard Makon, Paul Biya s'est assuré de ne rien avoir à craindre de cette institution et singulièrement de son président Clément Atangana. Parce que le président, on sait que pendant 20 ans, il a eu les clés de la technologie des élections et que pendant ces 2 décennies, il a assuré la défense des intérêts, entre guillemets, du régime en place. Ce qui, conclut l'analyste, ne laisse pas de grandes marges de manœuvre à l'opposition. Elle est très faible pour 2 raisons au moins. Il y a une raison qui est interne et une raison qui est externe. La raison interne est la fragilité d'abord propre des partis politiques d'opposition. On peut aussi dire que l'organisation du jeu politique n'est pas déjà en faveur des partis politiques d'opposition. Nous avons des lois qui sont iniques. Nous avons un code électoral qui appelle toujours un toilettage qui soit dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. On demande toujours que du point de vue de l'État, il y ait une clarification du rôle, que ce soit du Conseil électoral ou de la direction générale, une clarification qui va aider aussi à clarifier le déploiement même de l'organe chargé de la gestion du processus électoral. Un contexte qui ressemble fort à celui qui se répète depuis l'ouverture démocratique de 1990 au Cameroun. Alors que le collège électoral est convoqué pour les sénatoriales prévues le 25 mars 2018, des Camerounais s'interrogent, la Chambre haute du Parlement a-t-elle servi la cause des collectivités territoriales décentralisées? Après ses 5 premières années de fonctionnement, le Sénat essuie des sérieuses critiques, notamment pour son incapacité à contrôler l'action du gouvernement et à légiférer pour améliorer le quotidien des communes. Dans le paysage social, économique et politique, l'utilité du Sénat est remise en cause par des Camerounais. Ils s'expriment dans ce reportage de Donald Anouzoua et Innocent Abega. La convocation du collège électoral pour la sénatoriale du 25 mars de l'année en cours est venue mettre un terme au premier quinquennat du Sénat camerounais. De 2013 à 2018, l'électorat a pris le temps d'observer l'évolution de cette institution qui met en relief le caractère bicaméral du Parlement. Pour certains, les 5 ans d'existence du Sénat illustrent plutôt le malaise d'un dysfonctionnement institutionnel persistant. Nous avons tout simplement une image. Peut-être le Sénat en tant qu'institution a fait tant bien que mal dans le cadre de la navette parlementaire son travail, mais nous avons vu qu'à la tête des 2 institutions, entre le président du Sénat et le président de l'Assemblée, il y avait une espèce de cacophonie en ce qui concerne la représentativité, c'est-à-dire que la préséance, on avait l'impression que les 2 présidents des 2 chambres se discutaient la préséance, alors que dans la Constitution, il est évident que c'est le président du Sénat qui passe avant le président de l'Assemblée nationale. Pour d'autres, le bilan du Sénat est peu reluisant. La Chambre haute du Parlement, pense-t-il, n'a rien apporté aux populations et mérite d'être supprimé.
À titre de bilan, on ne peut pas dire que c'est mitigé. Le bilan est catastrophique pour le Cameroun en termes de dépenses. Vous allez voir tout ce qu'on a lu au Sénat et le Sénat n'a rien apporté de positif, que ce soit en termes de loi, que ce soit en termes d'amendement, pour le bien-être de la population ou bien pour l'économie camerounaise. Dans notre contexte, il est mieux de mettre de côté le Sénat. Il est préférable de mettre de côté le Sénat, sinon nous serons toujours en train de chercher les charges supplémentaires. Les regards sont désormais tournés vers la tenue de la prochaine sénatoriale, avec à la clé l'élection des sénateurs pour un mandat de 5 ans. Et parmi le collège électoral convoqué, des conseillers municipaux sont appelés le 25 mars 2018 à choisir les 70 sénateurs sur les 100 qui constituent le Sénat. 30 sont nommés par le chef de l'État. Quelle est l'appréciation, l'analyse et l'évaluation des 5 premières années de fonctionnement du Sénat? Nous en parlerons en deuxième partie du journal avec Hilaire Zipan, conseiller municipal, cadre politique du mouvement progressiste. Il reviendra également sur la mise en place du Conseil constitutionnel. Dans l'actualité, un incendie s'est déclaré autour de midi ce jeudi au sein de la recette des finances à Bonanjo, quartier administratif de la ville de Douala. Les flammes ont consumé plusieurs bureaux. Les édifices environnants ont failli être attaqués. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l'incendie. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le récit des faits avec Donald Anozoa. La furie des flammes a été sans pitié pour une partie du bâtiment qui abrite les services de la recette des finances du littoral situé à Bonanjo. Les occupants de l'immeuble évacués d'urgence dès l'entame de l'incendie vont lancer l'alerte qui va amener sur les lieux le corps des sapeurs-pompiers, autorités administratives et les forces du maintien de l'ordre venues contenir la foule de curieux présents sur le site. Au pied et à l'intérieur de l'édifice, les sapeurs-pompiers s'activent à circonscrire le feu qui menace d'atteindre les installations électriques. Au bout d'environ 3 quarts d'heure, l'ennemi est vaincu et l'on en vient au premier constat. Nous avons trouvé toute la carrière d'escalier qui était embrasée. Les premiers bilans fait état des compteurs électriques et la carrière d'escalier qui a fait un appel d'air. Et le premier bureau qui est à l'étage, c'est le seul bureau qui a été touché. Donc il n'y a pas de dégâts, il n'y a qu'un seul bureau et c'est le bureau. Il y a beaucoup de papiers, je suppose que c'était les archives, ce n'est que ça qui a été touché. Vous pouvez le constater, le feu a été maîtrisé. À l'heure actuelle, il y a plus de peur que de mal. On ne peut pas déterminer l'origine. Je pense que l'enquête qui sera ouverte à ce sujet pourra déterminer avec exactitude l'origine de cet incendie. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, qui n'a rien manqué de la bataille avec le feu, fait savoir que le pire a été évité de justesse. Les flammes ont été circonscrits et maîtrisés par l'intervention prompte des sapeurs-pompiers. L'enquête est désormais ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie survenu en plein midi à la recette des finances du littoral. Nous sommes en pleine semaine de la jeunesse et très peu des jeunes Camerounais mesurent les enjeux du développement de l'économie numérique. Le système éducatif camerounais peine à s'arrimer à cette nouvelle donne. Pourtant, le chef de l'État avait promis d'engager et d'accélérer des réformes du système éducatif afin que les jeunes puissent saisir les opportunités existantes dans le domaine de l'économie numérique. Reportage Gladys Sidé. Au moment où le monde bascule vers l'économie numérique, de jeunes Camerounais ont une vague idée de ce domaine. Au moment où le monde bascule vers l'économie numérique, de jeunes Camerounais ont une vague idée de ce domaine. En dehors de l'utilisation des réseaux sociaux, comme le Cameroun, ils cherchent encore leur voie dans ce secteur. C'est une économie qui est basée sur l'utilisation du numérique à la base. Et puisque le monde évolue et on a besoin, on ne peut plus se focaliser sur les anciennes méthodes utilisées. C'est une économie basée plus sur le numérique, comme ça le dit, donc minimiser les coûts d'achat, transport, déplacement, faciliter certains traitements de certaines tâches qu'on devait faire. Donc
l'économie numérique est plutôt basée sur ça. Nous sommes allés à la rencontre d'un expert dans le domaine qui présente les atouts de l'économie numérique. Véritable catalyseur de la croissance économique et essentiel pour l'amélioration de la qualité de vie des populations à l'ère du numérique. On a tendance souvent à réduire l'économie numérique à son volet e-commerce. Évidemment, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des services, il y a des produits, il y a des parties qui ne sont pas visibles par un utilisateur lambda. Par exemple, quand vous demandez votre acte de naissance par Internet dans un pays donné, on est en pleine économie numérique, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Lorsqu'on archive, par exemple, certaines données sur la nationalité des Camerounais, ça se passe via des systèmes numériques, et donc on est en pleine économie numérique, mais ça, le Camerounais, l'économie numérique, quand vous allez dans un hôpital faire un examen, on vous demande souvent de revenir pour avoir les résultats. Alors qu'on peut vous les envoyer simplement. Ou on peut vous donner un lien où vous pouvez aller les télécharger par exemple. Ça se fait dans d'autres pays. Tout ça participe justement de cette économie numérique qui n'est pas forcément, qui n'est pas uniquement que commerciale. Source de création de richesses et d'emplois, l'économie numérique apparaît comme une voie à suivre dans la lutte contre la gangrène du chômage qui mine particulièrement les jeunes. Mais cela nécessite de réels investissements en vue de FEC qui devrait assurer 50 000 emplois en 2020. Mais pour réussir ce challenge, le gouvernement devrait toutefois entreprendre en amont une série d'actions pour réduire la marge des aléas liés à ce grand challenge. Quelle est justement la portée des initiatives gouvernementales destinées à la promotion des jeunes Camerounais? Malgré la conception et la fabrication des produits innovants, des jeunes Camerounais sont cantonnés à des foires d'exposition le temps de la semaine de la jeunesse pour démontrer leur capacité à contribuer au développement économique. Une fois la fête de la jeunesse passée, ils rentrent dans l'anonymat sans bénéficier d'un réel appui de la part des pouvoirs publics. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Si c'était une mise à l'épreuve, les jeunes du Fundi n'auraient pas déçu. Tant l'esplanade de l'ancienne sous-préfecture de Yaoundé 6 a laissé voir jusqu'où ces jeunes sont prêts à aller pour se frayer un chemin dans le difficile monde de l'auto-emploi. J'ai fait des études et j'ai appris à faire des savons. En fait, cette idée est venue, c'est un déclic parce qu'on a eu des soucis de peau. Des plaques d'âtre, éteigne, tout ça. On s'est dit, mais attends, on a cette capacité de faire un savon qui peut traiter un souci dans la société. Donc c'est de là qu'on a commencé à faire les savons en morceaux et toute la gamme s'est créée au fur et à mesure. Nous faisons la vulgarisation de l'agriculture urbaine, encore appelée l'agriculture hors sol. Comment faire l'agriculture hormis du champ, la protection de l'environnement, avec la récupération des bouteilles plastiques que nous transformons et nous réutilisons, ce qui permet de protéger l'environnement. Il y avait des jeunes scolarisés, mais également ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas connu le bonheur d'aller à l'école ou de pousser aussi loin que possible leurs études. Les centres multifonctionnels et autres structures gouvernementales sont disposés à leur donner une chance de pouvoir s'insérer dans la société. Ici, aujourd'hui, vous voyez des décoratrices. Elles sont en train d'utiliser, de revaloriser des objets récupérés, des objets qui vont leur permettre d'avoir immédiatement des petits revenus susceptibles de les aider à s'occuper de leurs enfants régulièrement. Elles ont de l'argent sans plus se prostituer, sans dépendre de quelqu'un. Le lancement de la 52e fête de la jeunesse dans le Fundi offre donc l'occasion à ces jeunes dynamiques de solliciter plus que par le passé l'accompagnement des pouvoirs publics. Il est évident que le problème des jeunes aujourd'hui, c'est le sous-emploi. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand nous sommes arrivés à la tête de l'exécutif, comme là, on n'a pas hésité tout de suite à recruter à peu près 120 jeunes pour venir renforcer le personnel de la mairie. Et nous nous appesantissons prioritairement sur la formation des jeunes. Parce que c'est important d'avoir les jeunes qui veulent travailler, mais c'est important d'avoir les jeunes qui sont formés. Et parce que le civisme et le respect des valeurs républicaines sont à la base de tout,
Les différentes prises de parole ont mis l'accent sur la nécessité, mieux, l'urgence pour les jeunes de tourner le dos à tous les comportements dégradants, lesquels sont aujourd'hui favorisés par l'expansion et l'utilisation vicieuse des réseaux sociaux. Yaoundé, capitale mondiale de la réflexion sur la conservation et la gestion des archives, la ville aux 7 collines accueille la conférence annuelle du Conseil international des archives qui se tiendra en novembre 2018. Les enjeux de cette rencontre étaient au centre des échanges entre le ministre de la Culture et les organisateurs, notamment David Leitch. Un vent de contestation souffle sur la Sonacam, la nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical. Un membre du conseil d'administration conteste la légalité de la constitution de ce conseil d'administration et ses avocats ont saisi la justice pour démonter la Sonacam. Les artistes musiciens indexés rejettent en bloc de telles accusations sur l'illégalité de la constitution du conseil d'administration de la Sonacam. Des précisions avec Élisée Borba et Marcelin Gansop. Est-ce qu'une entreprise peut exister alors qu'on a changé les statuts? Non. Pour le conseil de Raymond Tienga, la Société nationale camerounaise de l'art musical n'a pas une existence légale. Il évoque entre autres l'existence de 2 statuts, dont un qui aurait été falsifié. Pour qu'une société existe valablement, j'ajoute valablement, il faut que ces statuts soient réguliers. Or, en l'occurrence, les statuts de la Sonacam ne sont pas réguliers, puisqu'il y a eu 2 versions de statuts. Les statuts adoptés régulièrement en Assemblée générale constitutive en 2017, le 9 septembre, et des statuts authentifiés par un notaire qui sont différents des statuts qui ont été adoptés par ceux qui avaient seuls le pouvoir et la légitimité pour le faire. Le conseil de Raymond Tiengang s'attaque également aux souscriptions à la Sonacam, lesquelles ont violé la loi du 19 décembre 2000. Qui plus est, des artistes décédés se retrouvent sur la liste des souscripteurs. Autant de violations qui ont amené les contestataires à saisir la justice pour demander l'annulation pure et simple de la Sonacam. La première disposition concerne les pouvoirs du PCA. Le PCA de la Sonacam n'est pas celui qui représente la société dans les actes de la vie civile. Or, c'est lui qui agit partout, qui pose donc des actes sans pouvoir de représentation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez une société qui vient de tenir un conseil d'administration après avoir demandé un agrément, avoir obtenu, après s'être immatriculé dans des conditions totalement irrégulières. Nous estimons que ça ne peut pas avancer valablement et nous avons saisi la justice pour cela. Des accusations balayées du revers de la main par le PCA de la Sonacam. Joint au téléphone, Sanfan Thomas déclare ne pas vouloir s'étendre sur le sujet, mais précise que les fraudeurs sont plutôt dans le camp de ceux qui s'agitent aujourd'hui. C'est à se demander des 2 parties laquelle dit la vérité. Toujours est-il que la justice a été saisie de différents cas. En attendant qu'elle se prononce, ce sont les artistes musiciens qui trinquent, privés de leurs droits depuis plusieurs années. Dans l'escale internationale, des batailles font rage en Afrique du Sud pour pousser Jacob Zuma à la démission. Le président sud-africain tient bon, mais de plus en plus, il est isolé au sein de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Des précisions dans ce reportage. Les heures du président sud-africain à la tête du pays semblent plus que par le passé compter. Jacob Zuma est poussé vers la sortie depuis plusieurs mois. Paradoxalement, quelquefois annoncé sur le départ, Zuma a souvent su déjouer tous les pronostics pour se maintenir au pouvoir. Seulement, la situation semble plus préoccupante cette fois. Cyril Ramaphosa, président élu de l'ANC en décembre dernier, par ailleurs probable successeur de Jacob Zuma à la tête du pays, et une bonne partie de l'ANC manœuvre pour son départ. Pour preuve, le discours sur l'état de la nation prévu ce jeudi devant le Parlement a été repoussé à une date ultérieure, signe précurseur selon la presse sud-africaine qui rapporte aussi qu'une réunion spéciale du comité exécutif de l'ANC prévue pour discuter du sort de Zuma a été annulée, ce qui pourrait laisser 183 chefs d'accusation contre lui dans le scandale de vente d'armes qui remonte aux années 1990.
Au Cameroun, c'est le Conseil constitutionnel qui suscite et qui soulève une vague de critiques et d'inquiétudes au sein de la classe politique et la société civile. Nous en parlons dans une poussière de secondes. Sur ce plateau, Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre politique du mouvement progressiste, un conseiller municipal à Douala-Premier. Vous avez suivi la mise en place du Conseil constitutionnel avec Clément à Tangana comme président de cet organe de régulation de la vie institutionnelle. Comment vous appréciez cette décision du chef de l'État? Je pense que la télévision Equinox a fait large écho de la manière où la désignation ou le décret doit être signé. Et je crois savoir ici que je ne rappelle pas, si vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a des dispositions légales qui encadrent la nomination, bien entendu, de ces 11 membres. Pour ce qui est de ce Conseil constitutionnel, je pense que c'est son rôle qui doit être extrêmement important. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Mais avant cela, il faut noter que parmi les 11 membres, beaucoup sont très proches du président de la République. Parce qu'il n'a pas essayé de renouveler le personnel qui a tout autour de lui. Et l'on constate que le plus jeune membre semble être Jean-Baptiste Baskouda, qui a été pendant très longtemps directeur général, conseiller technique et à la limite ministre, pour ne pas dire sénateur. Il faut dire aussi qu'également que parmi ces membres-là, il y a un membre du bureau politique du RDPC, à savoir Emmanuel Bondé, qui a été élu au dernier congrès, précisément en septembre 2011, comme membre titulaire du bureau politique. Vous avez Foumanakam, qui est un conseiller qui a pratiquement vu toute la carrière des magistrats qui sont en place pratiquement se dérouler. Et vous avez certainement des sécurocrates comme l'ancien gouverneur de l'extrême nord, et bien entendu Amadou Tidjani, qui est connu comme un homme à poigne. Il faut dire que ce que l'on peut retenir, c'est la subtilité qu'utilisait en permanence M. Clément Tangana pour complètement rejeter des recours que les partis politiques introduisaient pour les annulations en élection. Et on peut constater et convenir avec moi que depuis 1997, il n'y a pratiquement plus beaucoup de rejets en annulation des recours des élections, tant pour les élections législatives que pour les élections municipales. Je rappelle à suffisance que c'était le dernier poste qu'il a utilisé, c'était le président de la Chambre administrative lors des dernières du contentieux municipal. Là, vous parlez du président du Conseil constitutionnel. Bien entendu, à l'époque, oui, à l'époque, il n'avait pratiquement rejeté aucune commune, malgré tous les greffes qui étaient portés à son endroit, pour que, compte tenu du fait qu'il aurait pu avoir la clarté juridique pour pouvoir écarter cela. Mais c'est le personnel avec qui il faut faire. Mais je crois que ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est l'importance de cet organe. Parce que cet organe constate, bien entendu, le bon fonctionnement des institutions. Et là, je vais dire très clairement à M. Clément Tangana, avant qu'il ne prête fonction devant le Parlement, que les dispositions de l'article 7 de notre Constitution, alinéa 4, interdit au président de la République de postuler à toute autre fonction élective publique que celui d'être président de la République. Autrement dit, le président de la République ne peut plus être président national du RDPC, parce que c'est une fonction publique élective. Disposition article 4. Vous êtes en train de préparer déjà un dossier dans ce sens. Vous voyez, poser à ce Conseil constitutionnel concernant à la fois la position du président de la République qui est en même temps président national du RDPC. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a déjà de la matière. Parce que à l'époque, la Cour suprême nous laissait entendre qu'il statuait seulement en tant que Conseil constitutionnel pour un délai précis. Maintenant qu'il y a le Conseil constitutionnel, je pense que ça c'est le premier dossier, donc contraint pour le bon fonctionnement de nos institutions, demander au président de la République d'être seulement président de la République et non en même temps président national du RDPC, parce que c'est une fonction publique élective et les dispositions de l'article 7 alinéa 4 le lui interdit. Lorsque vous évoquez la proximité de ces membres du Conseil constitutionnel avec le pouvoir en place, est-ce que vous avez les garanties nécessaires que les différents dossiers qui vont être gérés par ce Conseil pourront être gérés avec indépendance, avec neutralité? On ne jugera que le maçon au pied du mur. Je pense que voilà déjà le premier dossier que nous allons verser à l'endroit de ce Conseil constitutionnel. Mais il y a aussi une autre importance extrêmement capitale. C'est que la saisine du Conseil constitutionnel, elle est bien précise.
elle est faite soit par le président de l'Assemblée, soit par le président de l'Assemblée, soit par un tiers, soit des députés, soit des sénateurs, soit par les présidents régionaux. Et là, c'est très important, les présidents régionaux. Or, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de régions, donc ça veut dire que si nous avons pensé que la Constitution de 18 janvier 1996 devrait en principe avoir tous ces outils de fonctionnement, il aurait été préférable que les régions se mettent avant le Conseil constitutionnel. Est-ce que le chef de l'État a pris de court les Camerounais lorsque dans son discours du 31 décembre 2017, il s'engage à l'accélération du processus de décentralisation? Presque tout le monde voit dans le viseur la mise en place des conseils régionaux et en février 2018, il y a à peine 24 heures, il a mis en place le Conseil constitutionnel sans évoquer les conseils régionaux. Oui, il faut dire que le calendrier n'était pas favorable à ce que le président de la République puisse dépasser le cap du 28 février 2018. En ce sens qu'il n'y avait aucune disposition légale qui lui permettait pratiquement de proroger le mandat des sénateurs. Toutefois, le président de la République a estimé qu'il était bon qu'il prenne les gens un peu de court, compte tenu du fait du climat et du développement qui se présentait sous peu devant lui. Vous savez bien que la crise anglophone, elle est criarde. Vous savez que Boko Haram est de l'autre côté. Vous savez bien que les partis politiques sont en train de s'organiser plus ou moins, même si la stratégie ne semble pas adouber notre sentiment. Mais il va sans dire que devant ces situations, il fallait prendre les gens de court. Et là, je pense que là, il a joué en tant qu'un politicien habile, la capacité de pouvoir transcender toute l'énergie que les partis politiques avaient pour les obliger à se... Certains estiment qu'il y a de la précipitation dans les décisions qui viennent d'être prises au regard du contexte sécuritaire, également le contexte socio-politique du Cameroun, 22 ans après ce Conseil constitutionnel qui arrive à la surprise générale de tous les acteurs sociaux et politiques. Oui, il faut dire que globalement, on peut dire un mot pour dire qu'un enfant ne naît pas progressivement. Lorsqu'un État naît, on prend acte d'une date précise. Autrement dit, après l'adoption de la Constitution de 1993, il aurait été intelligent qu'on arrête peut-être 5 ans de transition et ensuite on met en place toutes les institutions. Ce que nous n'avons pas fait. Et donc à partir de ce moment, donc, ça donne ce calendrier de progressivité donne la capacité au président de la République de pouvoir prendre tout le monde au court, comme tel est le cas. Et là, certainement, l'opposition en prendra un peu à ses dépens, pour ceux qui pensaient que c'était les élections présidentielles avant les élections législatives. Mais nous qui pensons que le président va respecter, il y avait 2 indications. Lesquelles? La première, c'était le budget qu'il avait alloué pour l'organisation des élections, qui semblait être complètement entremis. Et la deuxième, c'était, on a vu le déploiement au niveau des régions, les différents membres de l'ECAM, qui ont rencontré les acteurs politiques pour leur dire qu'ils étaient prêts, pratiquement. Et là, on ne comprenait pas trop bien. Ils ont annoncé les chiffres des nombres des élus. Et ensuite, ils disaient qu'ils ont vérifié le matériel et ils sont en capacité de le faire. Et je pense que dans le contexte social, et là, vous avez indiqué bien la situation, c'est une élection texte, beaucoup plus sur la zone anglophone. Il va sans dire que les partis qui vont concourir dans cette zone auront, d'une part, à démontrer l'adhésion des conseillers municipaux, même si, du point de vue obligatoire, ils doivent aller voter, d'une part, et d'autre part, la capacité de ces partis-là à constituer des listes. Ce serait un sens suffisamment fort, ou une indication suffisamment forte, pour montrer que nous sommes en République. Et mais cette République-là, on va trancher diamétralement avec ceux qui pensent qu'il faut faire une sécession. Mais elle va poser nécessairement le problème dans son fondement de ce que c'est que maintenant la revendication de la forme de l'État. Et justement, ce débat qui semble être évité jusqu'à ce jour, avant qu'on arrive au sénatorial, prévu le 25 mars 2018, il y a quand même eu des mouvements au sein du Sérail, au sein du gouvernement, avec certains membres du Conseil supérieur de la magistrature qui se retrouvent au sein du Conseil constitutionnel et d'autres conseillers proches du chef de l'État qui ont également migré vers cette instance de régulation de la vie institutionnelle. Est-ce que cela va augurer un autre bouleversement sur le plan du sérail politique, sur le plan du gouvernement dans les jours à venir? À l'évidence, lorsqu'on a servi pendant très longtemps un chef, on ne s'en détache pas. Suivez bien mon regard pour ce qui est du conseil spécial du président de la République pour les affaires juridiques. Il a servi pratiquement plus de 30 ans, pour ne pas dire 35 ans, le président de la République à cette fonction.
Donc, migrer pour aller au Conseil constitutionnel, je pense que ce serait l'oreille et le regard du président de la République à l'intérieur de ce Conseil constitutionnel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément indique à suffisance, comme je vous l'ai dit tantôt, qu'il y avait des membres du bureau politique. Vous avez cité tantôt des anciens ministres. Non, celui-là, il est membre du bureau politique. Donc, certainement, il va avoir un poids de regard. Mais il faut dire aussi que pour ce qui est des partis représentés à l'Assemblée nationale, qui sont membres du bureau, et des partis politiques qui sont membres du bureau au niveau du Sénat, il faudra qu'on les interroge pour savoir si les noms, certainement, qu'on a vus dans ce Conseil constitutionnel reflètent exactement ce qu'ils ont désigné. Parce que la disposition légale dit que 3 noms viennent du président de l'Assemblée nationale qui consulte le bureau. Donc, en principe, en tant que membre du bureau, ils auraient été consultés. Il faut savoir donc si ces 3 noms-là reflètent exactement la désignation qu'ils ont faite. Et à ce sujet, durant l'année 2017, seul le Conseil supérieur de la magistrature a annoncé dans un communiqué avoir proposé 2 noms pour le Conseil constitutionnel. En aucun moment, lors des différentes sessions parlementaires aux réunions du bureau, il n'y a eu officiellement une communication sur les choix des personnalités qui ont été désignées par le Sénat ou l'Assemblée nationale pour intégrer le Conseil constitutionnel. Comment comprendre cette omerta? Parce que nous avons l'habitude de dire au mouvement progressiste que l'activité politique est une activité publique et les positions politiques doivent être également publiques. Il va être très difficile maintenant qu'on fait cette révélation que les partis politiques qui sont donc membres du bureau ou qui ont posé ce problème, ou non, qui n'ont pas posé ce problème, reviennent dans la démarche calendaire pour nous montrer à quel moment ils l'ont fait. S'ils faisaient suffisamment des comptes rendus parlementaires pour ceux qui sont des députés, ou qu'ils faisaient en permanence des comptes rendus pour ceux qui sont des sénateurs auprès des conseillers municipaux que nous sommes, on aurait noté à suffisance que ces personnes-là ont été désignées et il revenait au président de la République de prendre acte. Maintenant, on ne sait pas si les hommes désignés reflètent exactement l'application régalienne de cette disposition de loi, ou si ces gens-là ont été décidés ex nihilo, certainement par le président de la République, avec la complicité certainement du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale. Ce qui me semble tout à fait regrettable pour la clarté du débat politique que nous pouvons avoir aujourd'hui sur l'heure pour ce qui est de ce Conseil constitutionnel. Il est évident, l'un des tests de ce Conseil constitutionnel sera certainement les sénatoriales prévues le 25 mars 2018. Vous avez suivi la réaction de quelques Camerounais sur les 5 premières années de fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Ils sont censés, les sénateurs, représenter les collectivités territoriales décentralisées, du moins défendre leurs intérêts. Vous qui êtes conseiller municipal, avez-vous senti, bien sûr, l'influence positive de ces sénateurs dans l'amélioration de la vie des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun? Nous avons vu parfois des sénateurs qui sont venus rendre des visites de courtoisie au Conseil, pour ce qui est du Conseil de Douala premier, et dans certains conseils de la ville de Douala, mais nous n'avons pas noté qu'ils prenaient à corps certainement les sujets que l'on proposait. Je vous prends un cas très simple. Les sénateurs représentent les communes et les régions. Nous n'avons pas les régions pour l'heure. Donc, en principe, c'est seulement les communes qui doivent être pratiquement leurs préoccupations. Comment comprendre que devant vous, dans un reportage que vous avez fait en longueur de journée, que des délégués du personnel sont complètement mis hors de leurs emplois au niveau de la communauté urbaine de Douala, et que les sénateurs, qui sont les sénateurs de la région, ne puissent pas se saisir de ce dossier? C'est complètement regrettable. Et je pense que ces délégués du personnel ont fait une démarche auprès de ces sénateurs-là. Vous n'avez pas vu le problème être porté au niveau du Sénat pour que ces délégués du personnel puissent retrouver leur emploi en violation des dispositions légales. C'est extrêmement regrettable. Maintenant, on peut se dire que c'était la première année et c'était l'année test. Mais il n'y a pas de période expérimentale en politique. Une fois que vous avez pris fonction, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas habile ou vous n'êtes pas préparé que vous ne devez pas être censuré. Cela donc indique que la campagne, que c'est certainement ces sénateurs vont nous présenter, devra donc être accompagnée d'un bilan. Un bilan qui montre que l'efficacité du Parlement bicaméral, qui montre à suffisance que le Sénat a toute sa place. Or, pour l'heure, nous ne pensons pas qu'elle a toute sa place. Pourtant, on a vu quelques escamouches. Estiment qu'ils ont contrôlé l'action du gouvernement, légiféré sur les projets de loi qui ont été soumis par les membres du gouvernement et que, bien sûr, le président du Sénat joue un rôle clé en cas de vacance du pouvoir et, bien sûr, d'une potentielle transition pour respecter la Constitution et organiser des élections si jamais le président actuel venait à être dans l'incapacité de continuer à diriger le pays.
On a vu quelques actes de charité de ces sénateurs-là, et principalement du président de l'Assemblée ou de l'Assemblée nationale et même du Sénat. Quelques actes de charité. Mais on ne demande pas la charité, on leur demande la solidarité. C'est-à-dire qu'ils apportent des actions qui les permettent de pouvoir avancer. Je vais vous prendre un cas très simple. Les communes à l'heure actuelle ont des difficultés à trouver de la trésorerie. Et vous savez bien que la Banque des communes, qui est le FECOM, est complètement sur le coupet du ministre de l'administration territoriale, qui est en même temps le président du conseil d'administration. Qu'est-ce que les sénateurs ont fait pour que les communes puissent retrouver la vitalité financière pour pouvoir financer certainement leurs actions? Et là, donc, par conséquent, quand ils viendront, on leur posera des questions pour savoir. Mais, comme on est conseiller municipal d'un parti politique et la discipline commande, il va sans dire certainement, en prélude de cette élection-là, que sur papier, certainement, le RDPC a pratiquement les 70 conseillers, les 70 sénateurs tels que ça va être voté par les conseillers municipaux. Cela m'augure qu'il faudra donc une touche favorable, une prise de conscience réelle à l'opposition, du moins pour tous ceux qui ont des conseillers municipaux, de se retrouver très rapidement pour essayer de voir d'une manière cohérente comment on peut aborder cette situation-là. Sinon, on ne pourra pas aborder. Concernant ces sénatoriales, certains estiment qu'il fallait d'abord renouveler le personnel politique au sein des exécutifs municipaux avant d'aller au sénatorial, comme c'était une revendication qui avait eu lieu en 2013. Lorsque les sénatoriales se sont déroulées en avril, après les législatives sont intervenues, les municipales sont intervenues vers septembre-octobre 2013. Est-ce que vous partagez ce point de vue, qu'il y a d'abord un préalable, qu'il y a un ordre établi dans le cadre des élections, d'abord les municipales, législatives, sénatoriales, et ensuite la présidentielle? En principe, ça devrait fonctionner de cette manière-là. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, je ne pense pas que je suis un féru du droit pour savoir toute la subtilité qui consiste à dire qu'une fois qu'un conseiller municipal a son mandat qui se termine dans 10 jours, il ne puisse pas poser des actes qui sont dans les règles ou qui sont dans sa compétence. Vous allez avoir certainement ce conseil constitutionnel qui va prêter serment devant le Parlement, c'est-à-dire que devant les députés et les sénateurs réunis. Et donc, le président qui va lire le discours d'intronisation de ce conseil constitutionnel va être le président du Sénat. Et ce président du Sénat, quelques mois après ou quelques semaines après, il faudra bel et bien qu'on le renouvelle. Est-ce que ce serait le même qui va être reconduit au niveau du perchoir comme deuxième personnalité de l'État, ou est-ce que ce ne serait pas le même? Vous voyez que le président de la République tient là toutes les cartes pour pouvoir dribbler le jeu politique et attirer par devers lui quelques partis politiques qui sont certainement en mal de reconnaissance dans la mangeoire. Merci Hilaire Zipon pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes cadre politique du mouvement progressiste, également conseiller municipal à Douala-Premier. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social présentée par Flavien Valondongo. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez vos prévisions météorologiques de ce vendredi 9 février. On est en pleine économie numérique, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Lorsqu'on archive par exemple certaines données sur la nationalité des Camerounais, ça se passe via des systèmes numériques, et donc on est en pleine économie numérique, mais ça, le Camerounais, l'économie numérique, quand vous allez dans un hôpital faire un examen, on vous demande souvent de revenir pour avoir les résultats. Alors qu'on peut vous les envoyer simplement. Ou on peut vous donner un lien où vous pouvez aller les télécharger par exemple. Ça se fait dans d'autres pays. Tout ça participe justement de cette économie numérique qui n'est pas forcément, qui n'est pas uniquement que commerciale. Source de création, de richesse et d'emploi, l'économie numérique apparaît comme une voie à suivre dans la lutte contre la gangrène du chômage qui mine particulièrement les jeunes. Mais cela nécessite de réels investissements en vue de FEC qui devrait assurer 50 000 emplois en 2020. Mais pour réussir ce challenge, le gouvernement devrait toutefois entreprendre en amont une série d'actions pour réduire la marge des aléas liés à ce grand challenge. Quelle est justement la portée des initiatives gouvernementales destinées à la promotion des jeunes Camerounais? Malgré la conception et la fabrication des produits innovants, des jeunes Camerounais sont cantonnés à des foires d'exposition le temps de la semaine de la jeunesse pour démontrer leur capacité à contribuer au développement économique
Une fois la fête de la jeunesse passée, ils rentrent dans l'anonymat sans bénéficier d'un réel appui de la part des pouvoirs publics. Reportage Élisée Borba et Marcelin Gansop. Si c'était une mise à l'épreuve, les jeunes du Fundi n'auraient pas déçu, tant l'esplanade de l'ancienne sous-préfecture de Yaoundé 6 a laissé voir jusqu'où ces jeunes sont prêts à aller pour se frayer un chemin dans le difficile monde de l'auto-emploi. J'ai fait des études et j'ai appris à faire des savons. En fait, cette idée est venue, c'est un déclic parce qu'on a eu des soucis de peau. Des plaques d'âtre, éteigne, tout ça. On s'est dit, mais attends, on a cette capacité de faire un savon qui peut traiter un souci dans la société. Donc c'est de là qu'on a commencé à faire les savons en morceaux et toute la gamme s'est créée au fur et à mesure. Nous faisons la vulgarisation de l'agriculture urbaine, encore appelée l'agriculture hors sol. Comment faire l'agriculture hormis du champ, la protection de l'environnement, avec la récupération des bouteilles plastiques que nous transformons et nous réutilisons, ce qui permet de protéger l'environnement. Il y avait des jeunes scolarisés, mais également ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas connu le bonheur d'aller à l'école ou de pousser aussi loin que possible leurs études. Les centres multifonctionnels et autres structures gouvernementales sont disposés à leur donner une chance de pouvoir s'insérer dans la société. Ici, aujourd'hui, vous voyez des décoratrices. Elles sont en train d'utiliser, de revaloriser des objets récupérés, des objets qui vont leur permettre d'avoir immédiatement des petits revenus susceptibles de les aider à s'occuper de leurs enfants régulièrement. Elles ont de l'argent sans plus se prostituer, sans dépendre de quelqu'un. Le lancement de la 52e fête de la jeunesse dans le Fundi offre donc l'occasion à ces jeunes dynamiques de solliciter plus que par le passé l'accompagnement des pouvoirs publics. Il est évident que le problème des jeunes aujourd'hui, c'est le sous-emploi. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand nous sommes arrivés à la tête de l'exécutif, comme là, on n'a pas hésité tout de suite à recruter à peu près 120 jeunes pour venir renforcer le personnel de la mairie. Et nous nous appesantissons prioritairement sur la formation des jeunes. Parce que c'est important d'avoir les jeunes qui veulent travailler, mais c'est important d'avoir les jeunes qui sont formés. Et parce que le civisme et le respect des valeurs républicaines sont à la base de tout, les différentes prises de parole ont mis l'accent sur la nécessité, mieux, l'urgence pour les jeunes de tourner le dos à tous les comportements dégradants, lesquels sont aujourd'hui favorisés par l'expansion et l'utilisation vicieuse des réseaux sociaux. Yaoundé, capitale mondiale de la réflexion sur la conservation et la gestion des archives, la ville aux 7 collines accueille la conférence annuelle du Conseil international des archives qui se tiendra en novembre 2018. Les enjeux de cette rencontre étaient au centre des échanges entre le ministre de la Culture et les organisateurs, notamment David Leitch. Un vent de contestation souffle sur la Sonacam, la nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical. Un membre du conseil d'administration conteste la légalité de la constitution de ce conseil d'administration et ses avocats ont saisi la justice pour démonter la Sonacam. Les artistes musiciens indexés rejettent en bloc de telles accusations sur l'illégalité de la constitution du conseil d'administration de la Sonacam. Des précisions avec Élisée Borba et Marcelin Gansop. Est-ce qu'une entreprise peut exister alors qu'on a changé les statuts? Non. Pour le conseil de Raymond Tienga, la Société nationale camerounaise de l'art musical n'a pas une existence légale. Il évoque entre autres l'existence de 2 statuts, dont un qui aurait été falsifié. Pour qu'une société existe valablement, j'ajoute valablement, il faut que ces statuts soient réguliers. Or, en l'occurrence, les statuts de la Sonacam ne sont pas réguliers, puisqu'il y a eu 2 versions de statuts. Les statuts adoptés régulièrement en Assemblée générale constitutive en 2017, le 9 septembre, et des statuts authentifiés par un notaire qui sont différents des statuts qui ont été adoptés par ceux qui avaient seuls le pouvoir et la légitimité pour le faire. Le conseil de Raymond Tiengang s'attaque également. Les notions d'autochtonie, de allogonie, ce qui peut mettre en cause, l'égalité de tous devant les charges de l'État ou bien devant les biens de la République. Comme en 2013, c'est essentiellement les conseillers municipaux qui vont voter les sénateurs.
Et pourtant, la Constitution prévoit que ces derniers soient votés par les conseillers municipaux et régionaux. Des conseillers régionaux issus des élections régionales dont la date n'est pas encore connue. Sur le plan législatif, l'article 66 de la Constitution qui a fait l'objet d'une loi portant sur la déclaration des biens et avoirs n'est toujours pas appliqué. Vous savez, l'article 66, c'est le véritable baromètre de la lutte contre la corruption au Cameroun, mais curieusement, ça n'a toujours pas été mis. C'est peut-être ce qui peut justifier que cette corruption continue d'enfler et de s'enfler au fur et à mesure, parce que justement cet article n'a pas encore été mis en place. Et pour que cet article soit mis en place, il faudrait qu'il y ait un décret du président de la République qui nomme justement l'institut chargé de la mise en œuvre de cette lutte, et il faudrait un décret d'application du Premier ministre qui viendra indiquer de manière détaillée comment fonctionnera ces commissions qui seront mises en œuvre par les décrets du président de la République. Une autre institution de cette loi qui n'a pas encore été mise en place est la Haute Cour de justice, compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés. Ils sont les 11 gardiens de la régulation de la vie institutionnelle au Cameroun, anciens ministres, anciens gouverneurs, magistrats, qui viennent d'être portés au sein de ce Conseil constitutionnel. Tous sont considérés comme des apparatchiks du régime de Yaoundé. Vont-ils servir l'État du Cameroun ou alors le régime Biya? Élément de réponse dans ce reportage de Gizogo. Je vous parlais donc de ce reportage de Gizogo sur l'analyse des politologues sur la mise en place de ce Conseil constitutionnel composé essentiellement d'anciens ministres, de magistrats, anciens gouverneurs dont le parcours politique et professionnel sont réputés proches du régime Biya. Vont-ils servir l'État du Cameroun ou alors le régime de Yaoundé? Élément de réponse dans ce reportage. L'organisation du Conseil constitutionnel et la nomination de ses membres soulèvent la question du timing choisi par le chef de l'État. Le docteur Richard Macon, analyste politique, enseignant à l'université de Yaoundé 2, soit, indique que Paul Biya donne suite à une promesse faite lors de son investiture en 2011 et poursuit la mise en place des institutions prévues par la Constitution de 1996. Lors de la prestation du serment du président de la République, lors du dernier mandat, en 2011, il avait pris tout le monde de court quand il a annoncé que ce mandat serait le mandat du parachèvement de la mise en œuvre des institutions qui avaient été prévues par la Constitution de 1996. Une démarche, ajoute le politiste, qui consacre néanmoins un avantage dont se dote Paul Biya et son camp. Aucune inquiétude, et je pense que le président de la République peut dormir tranquille. D'abord, ceux qu'il a choisis sont d'un certain âge pour rester respectueux à la fois de l'autorité de leur fonction et de l'immensité de leur carrière. C'est des anciens hauts commis de l'État qui ont une grande expérience, une riche expérience de la marche des institutions et qui n'ont jamais trahi leur adhésion au RDPC, pour l'essentiel. Selon l'expert, la composition du Conseil constitutionnel conforte cette donne. De fait, pour le docteur Richard Macon, Paul Biya s'est assuré de ne rien avoir à craindre de cette institution et singulièrement de son président Clément Atangana. Parce que le président, on sait que pendant 20 ans, il a eu les clés de la technologie des élections et que pendant ces 2 décennies, il a assuré la défense des intérêts, entre guillemets, du régime en place. Ce qui, conclut l'analyste, ne laisse pas de grandes marges de manœuvre à l'opposition. Elle est très faible, pour 2 raisons au moins. Il y a une raison qui est interne et une raison qui est externe. La raison interne est la fragilité d'abord propre des partis politiques d'opposition. On peut aussi dire que l'organisation du jeu politique n'est pas déjà en faveur des partis politiques d'opposition. Nous avons des lois qui sont iniques. Nous avons un code électoral qui appelle toujours un toilettage qui soit dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. On demande toujours que du point de vue de l'État, il y ait une clarification du rôle, que ce soit du Conseil électoral ou de la direction générale, une clarification qui va aider aussi à clarifier le déploiement même de l'organe chargé de la gestion du processus électoral.
Un contexte qui ressemble fort à celui qui se répète depuis l'ouverture démocratique de 1990 au Cameroun. Alors que le collège électoral est convoqué pour les sénatoriales prévues le 25 mars 2018, des Camerounais s'interrogent, la Chambre haute du Parlement a-t-elle servi la cause des collectivités territoriales décentralisées? Après ces 5 premières années de fonctionnement, le Sénat essuie des sérieuses critiques, notamment pour son incapacité à contrôler l'action du gouvernement et à légiférer pour améliorer le quotidien des communes. Dans le paysage social, économique et politique, l'utilité du Sénat est remise en cause par des Camerounais. Ils s'expriment dans ce reportage de Donald Anouzoa et Innocent Abega. La convocation du collège électoral pour la sénatoriale du 25 mars de l'année en cours est venue mettre un terme au premier quinquennat du Sénat camerounais. De 2013 à 2018, l'électorat a pris le temps d'observer l'évolution de cette institution qui met en relief le caractère bicaméral du Parlement. Pour certains, les 5 ans d'existence du Sénat illustrent plutôt le malaise d'un dysfonctionnement institutionnel persistant. Nous avons tout simplement une image. Peut-être le Sénat en tant qu'institution a fait tant bien que mal dans le cadre de la navette parlementaire son travail, mais nous avons vu qu'à la tête des 2 institutions, entre le président du Sénat et le président de l'Assemblée, il y avait une espèce de cacophonie en ce qui concerne la représentativité, c'est-à-dire que la préséance, on avait l'impression que les 2 présidents des 2 chambres se discutaient la préséance, alors que dans la Constitution, il est évident que c'est le président du Sénat qui passe avant le président de l'Assemblée nationale. Pour d'autres, le bilan du Sénat est peu reluisant. La Chambre haute du Parlement, pense-t-il, n'a rien apporté aux populations et mérite d'être supprimé. À titre de bilan, on ne peut pas dire que c'est mitigé. Le bilan est catastrophique pour le Cameroun en termes de dépenses. Vous allez voir tout ce qu'on a lu au Sénat, et le Sénat n'a rien apporté de positif, que ce soit en termes de loi, que ce soit en termes d'amendement, pour le bien-être de la population ou bien pour l'économie camerounaise. Dans notre contexte, il est mieux de mettre de côté le Sénat. Il est préférable de mettre de côté le Sénat, sinon nous serons toujours en train de chercher les charges supplémentaires. Les regards sont désormais tournés vers la tenue de la prochaine sénatoriale, avec à la clé l'élection des sénateurs pour un mandat de 5 ans. Et parmi le collège électoral convoqué, des conseillers municipaux sont appelés le 25 mars 2018 à choisir les 70 sénateurs sur les 100 qui constituent le Sénat. 30 sont nommés par le chef de l'État. Quelle est l'appréciation, l'analyse et l'évaluation des 5 premières années de fonctionnement du Sénat? Nous en parlerons en deuxième partie du journal avec Hilaire Zipan, conseiller municipal, cadre politique du mouvement progressiste. Il reviendra également sur la mise en place du Conseil constitutionnel. Dans l'actualité, un incendie s'est déclaré autour de midi ce jeudi au sein de la recette des finances à Bonanjo, quartier administratif de la ville de Douala. Les flammes ont consumé plusieurs bureaux. Les édifices environnants ont failli être attaqués. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l'incendie. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le récit des faits avec Donald Anouzoa. La furie des flammes a été sans pitié pour une partie du bâtiment qui abrite les services de la recette des finances du littoral situé à Bonanjo. Les occupants de l'immeuble évacué d'urgence dès l'entame de l'incendie vont lancer l'alerte qui va amener sur les lieux le corps des sapeurs-pompiers, autorités administratives et les forces du maintien de l'ordre venues contenir la foule de curieux présents sur le site. Au pied et à l'intérieur de l'édifice, les sapeurs-pompiers s'activent à circonscrire le feu qui menace d'atteindre les installations électriques. Au bout d'environ 3 quarts d'heure, l'ennemi est vaincu et l'on en vient au premier constat. Nous avons trouvé toute la carrière d'escalier qui était embrasée. Les premiers, le bilan fait état des compteurs électriques et la carrière d'escalier qui a fait un appel d'air. Et le premier bureau qui est à l'étage, c'est le seul bureau qui a été touché. Donc il n'y a pas de dégâts, il n'y a qu'un seul bureau et c'est le bureau
Il y a beaucoup de papiers, je suppose que c'était les archives, ce n'est que ça qui a été touché. Vous pouvez le constater, le feu a été maîtrisé. À l'heure actuelle, il y a plus de peur que de mal. On ne peut pas déterminer l'origine. Je pense que l'enquête qui sera ouverte à ce sujet pourra déterminer avec exactitude l'origine de cet incendie. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, qui n'a rien manqué de la bataille avec le feu, fait savoir que le pire a été évité de justesse. Le flamme a été circonscrit et maîtrisé par l'intervention prompte des sapeurs-pompiers. L'enquête est désormais ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie survenu en plein midi à la recette des finances du littoral. Nous sommes en pleine semaine de la jeunesse et très peu des jeunes Camerounais mesurent les enjeux du développement de l'économie numérique. Le système éducatif camerounais peine à s'arrimer à cette nouvelle donne. Pourtant, le chef de l'État avait promis d'engager et d'accélérer des réformes du système éducatif afin que les jeunes puissent saisir les opportunités existantes dans le domaine de l'économie numérique. Reportage Gladys Sidé. Au moment où le monde bascule vers l'économie numérique, de jeunes Camerounais ont une vague idée de ce domaine. Au moment où le monde bascule vers l'économie numérique, de jeunes Camerounais ont une vague idée de ce domaine. En dehors de l'utilisation des réseaux sociaux, comme le Cameroun, ils cherchent encore leur voie dans ce secteur. C'est une économie qui est basée sur l'utilisation du numérique à la base. Et puisque le monde évolue et on a besoin, on ne peut plus se focaliser sur les anciennes méthodes utilisées. C'est une économie basée plus sur le numérique, comme ça le dit, donc minimiser les coûts d'achat, transport, déplacement, faciliter certains traitements de certaines tâches qu'on devait faire. Donc l'économie numérique est plutôt basée sur ça. Nous sommes allés à la rencontre d'un expert dans le domaine qui présente les atouts de l'économie numérique. Véritable catalyseur de la croissance économique et essentiel pour l'amélioration de la qualité de vie des populations à l'ère du numérique. On a tendance souvent à réduire l'économie numérique à son volet e-commerce. Évidemment, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des services, il y a des produits, il y a des parties qui ne sont pas visibles par un utilisateur lambda. Par exemple, quand vous demandez votre acte de naissance par Internet dans un pays de... Le nom du secrétariat général du Conseil constitutionnel et celui portant nomination du président du dit Conseil fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chez les acteurs de la politique au Cameroun, l'interprétation de cette actualité est fonction du bord politique auquel on appartient. Pour Aïe Sible Salah, militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il s'agit d'une preuve du respect de ses engagements par le président de la République, qui il y a moins de 2 mois annonçait l'accélération de la mise en œuvre des institutions de l'État. Il a dit que cette année, on va accélérer la mise en place des institutions. Ça ne fait pas 2 mois. Il nous surprend. Les gens qui spéculent sur sa santé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore inventer. Donc c'est une très bonne chose pour le Cameroun et pour son parti. Du côté de l'opposition, par contre, la mise en place du Conseil constitutionnel, bien qu'appréciée, n'est pas vue d'un très bon œil. Selon Bruno Defou, président national du MODECNA et coordonnateur de la COASIC, il pourrait bien s'agir de la fin d'un régime. Nous n'avons pas de précision là-dessus, mais certains bruits nous font comprendre que ce Conseil constitutionnel n'est pas mis en place par le président de la République, mais par les proches du président qui ont décidé de mettre un arbitre ou bien de mettre un surveillant particulier sur la personne, la deuxième personnalité de la République, dont le président du Sénat. Alors que dans l'opposition on digère mal le fait que le président de ce conseil ne soit pas un anglophone, pour Bruno Defou, le problème est ailleurs. Aucune nomination, aucun poste, selon lui, ne saurait résoudre le problème anglophone qui est bien plus profond. Je suis convaincu que toutes ces personnes n'ont pas besoin forcément qu'on nomme un de leurs à la tête d'une institution pour pouvoir vivre et profiter socialement de l'économie du pays. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin que leurs conditions de vie, qu'on leur donne la possibilité de développer leur environnement. Au-delà de la zone d'appartenance, il y a la moralité des personnes nommées. Vous avez un monsieur Atana, pour ne pas citer la personne, qui est parti de la Cour suprême, ayant en 92 détourné toutes les élections qui étaient au profit de l'opposition pour les mettre
au profit de M. Pobia. Dans le RDPC, réponse du berger à la bergère. Malheureusement, dans beaucoup de sociétés, les gens qui prétendent faire la politique, au lieu de faire des programmes pendant 25 ans, même diffuser une page de leur projet, ils sont là tout simplement pour dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, c'est une chanson, un disque qui tourne sur place. Le Conseil constitutionnel, à l'instar des autres institutions de l'État, se positionne alors comme un sujet qui fâche, une autre pomme de la discorde. Au-delà de ce Conseil constitutionnel, l'architecture institutionnelle du Cameroun reste encore confrontée à l'absence des conseils régionaux et la Haute Cour de justice. Ce sont deux institutions prévues dans la Constitution de janvier 1996. 22 ans après, elles n'ont pas encore été mises en place. Ces deux institutions, pourtant, elles doivent participer à l'amélioration et l'assainissement de la vie publique au Cameroun. Reportage Nadine Guanfo et Julienne Berthe-Bissaye. Le Conseil constitutionnel est créé par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 et modifiée par la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008. La Constitution définit cette institution comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois, est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Le Conseil constitutionnel, dans ses attributions, statue souverainement, au-delà de la constitutionnalité des lois, sur les traités et accords internationaux, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions, et entre les régions. L'article 48 de la Constitution stipule que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires ainsi que des consultations référendaires. Il proclame les résultats de ces consultations. Vous êtes désormais fixé sur le rôle et le fonctionnement du Conseil constitutionnel dans ce reportage d'Éric Marcel Ndjomo, mais des hommes avertis, des observateurs avertis de la scène politique estiment qu'il reste encore des institutions à mettre en place prévues dans la Constitution de 1996. Il s'agit des conseils régionaux et la Haute Cour de justice. Des précisions et explications dans ce reportage de Nadine Guanfo et Julienne Berthe-Bissaye. La mise sur pied du Conseil constitutionnel par le président de la République le 7 février 2018 ne comble pas le vide des dispositions pertinentes de la dite Constitution. 22 ans après la promulgation de la loi du 18 janvier 1996, l'on note quelques dispositions jusqu'ici non appliquées. Sur le plan institutionnel, on peut observer que les conseillers régionaux n'ont pas été élus. Notre loi fondamentale du 18 janvier 1996 prévoit la progressivité de la mise en place des institutions. Et sur ce plan, nous avons déjà mis en place depuis 2013 l'institution sénatoriale et depuis hier, c'est-à-dire 7 février 2018, l'institution constitutionnelle, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Ce qui reste donc à mettre en place, qui est prévu par la loi constitutionnelle, c'est justement l'institution régionale. C'est-à-dire qu'il faudrait l'élection du président du conseil régional. Vous savez, pour cela, il faudrait que ce soit un autochtone. Talongaï, la richesse de l'Afrique sur votre peau. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Conseil constitutionnel soulève déjà une vague de critiques au Cameroun. L'opposition conteste avec force le choix porté en majorité sur des anciens ministres, des magistrats et barons du RDPC. Leur présence augure aux yeux de l'opposition un verrouillage politique de la régulation de la vie institutionnelle au Cameroun. Par contre, le parti au pouvoir défend la probité morale et les compétences de ses 11 sages.
Cependant, des zones d'ombre persistent autour de cette pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle. Ce soir, nous vous donnerons les clés pour comprendre les mécanismes de fonctionnement et le rôle de cet organe de régulation de la vie institutionnelle au Cameroun. À quoi servent les différentes mesures gouvernementales visant à accompagner les jeunes dans l'insertion socio-économique? À l'occasion de la semaine de la jeunesse, vous écouterez ces jeunes entrepreneurs qui se plaignent du manque d'accompagnement technique et financier de la part de l'État. Pourtant, ils ont mis sur pied des produits innovants capables de transformer et d'améliorer le quotidien de vie des Camerounais. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est toujours la joie parmi les membres du Conseil constitutionnel qui ont été nommés hier après-midi lors d'un décret présidentiel. Lekene Donfak, professeur d'université qui a été célébré de retour chez lui. Il a appris la nouvelle alors qu'il était en train de donner cours à l'université du côté de Yaoundé. Nos reporters sont rendus à sa résidence. Ambiance riche en couleurs. C'est un reportage signé Ike Cyril. Cri et youyou au domicile du professeur Lekene Donfak à Yaoundé. Le décret est tombé. Comme qui dirait, Étienne Charles Lekene Donfak est nommé membre du Conseil constitutionnel. Je sors d'un jury de thèse de finances publiques, de droit fiscal. J'étais en compagnie du professeur Bipoum, qui est mon professeur, qui a aussi été nommé membre du Conseil constitutionnel. Je remercie le président de la République pour cette confiance. Je remercie tout le processus de nomination et je crois que nous ferons la tâche que les Camerounais attendent de nous et que dit le droit. La maison grouille de monde, amis et connaissances, parmi lesquels des membres du gouvernement, félicite le nouveau promu. C'est une nomination qui répond un tout petit peu à un CV qui est complètement arrondi. Vous savez très bien que le professeur Lekene Donfak est un professeur de rang magistral, c'est un constitutionnaliste, c'est un professeur de finances publiques. Et en plus, il a été, en plus d'être enseignant de haut vol des universités, il a été ministre. Et puis ministre d'État, et enfin député de la nation. Donc il sait à peu près ce qu'il attend au Conseil constitutionnel comme tâche à accomplir. Au regard de son CV, le professeur Lekene Donfak a le profil de l'emploi. Nommé membre du Conseil constitutionnel, il est conscient de la mission qui l'attend. Pour la tâche qui nous attend en tant que constitutionnaliste, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que le Conseil constitutionnel a comme attribution. Donc la question ne se pose pas. Universitaire, juriste constitutionnaliste, le professeur Étienne Charles Lekene Donfak a été député de la Nation et ministre de la République. Il a été notamment ministre de la Ville et ministre d'État en charge du développement urbain et de l'habitat jusqu'en 2006. Alors que le décret le nommant membre du tout premier Conseil constitutionnel du Cameroun était lu à la radio, il dirigeait les travaux de ses étudiants à l'université de Yaoundé 2 à Soa. À peine mis en place, ce Conseil constitutionnel suscite déjà un tollé de réactions au sein de la classe politique et la société civile. L'opposition conteste avec force le choix porté en majorité sur des anciens ministres, anciens gouverneurs, magistrats et barons du RDPC. Aux yeux de l'opposition, leur présence augure un verrouillage politique de la régulation de la vie institutionnelle.
un avis que ne partage pas le parti au pouvoir. Des cadres du RDPC défendent la probité morale et les compétences de ces personnalités qui ont été nommées au sein de ce Conseil constitutionnel. Réaction croisée dans ce reportage de Ket Diarra et Warren Zede. L'annonce des décrets portant organisation et fonctionnement